Gobé. Bonjour Lilou. Merci de m'accueillir. Lilou, alors, est-ce que vous pourriez me raconter votre histoire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer le yoga? Ça fait combien de temps que vous pratiquez et l'enseignez? En fait, j'ai commencé vraiment à le pratiquer en 2014, donc c'est pas très ancien, parce que c'est une période de ma vie où j'avais besoin de trouver du sens. Vers la cinquantaine à peu près, on se repose des questions et que les enfants quittent la maison. Et c'est vrai que je me suis dit, les enfants n'étant plus là, je suis plus une maman au foyer, je travaillais plus, etc. Donc je me suis dit, bon ben là, je vais un peu explorer ce qui m'intéresse. Et puis, comme j'étais pas très bien et un peu triste, j'ai été à des cours de yoga que j'avais fait il y a longtemps, 10 ans plus tôt. Et puis j'avais trouvé ça sympa, mais j'étais pas prête, j'avais pas l'esprit, enfin c'était un peu on va dire loin de moi. Vous étiez jamais allée en Inde? Pas du tout, pas du tout. Et en fait, j'ai commencé à reprendre des cours de yoga avec mon ancienne professeure, une dame d'un certain âge, qui est à la retraite aujourd'hui et qui m'a beaucoup aidée, et j'allais tous les jours au cours. Et au final, ça m'a donné envie d'aller plus loin, de me former, parce que je me suis en fait complètement immergée dans cette pratique. Et au fil des semaines, je voyais que j'allais mieux. C'était un refuge pour vous? C'était Non, c'était une ressource. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup plus grand que le refuge. Parce que le refuge, c'est bien, mais ça suffit pas. Au bout d'un moment, donc du coup, ça devient comme un peu l'addiction. Oui, on est un peu dans un cocon dont on ne veut pas sortir. On est dans un cocon, mais en réalité, le yoga, c'est pas un cocon. Le yoga, ça permet aux gens qui pratiquent quotidiennement de vraiment aller à l'essence d'eux-mêmes, de se découvrir. À la rencontre de soi. Exactement. C'est vraiment ça, c'est à la rencontre de soi. Pourtant, on n'a pas l'impression, quand on voit comme ça les gens pratiquer, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, parce qu'au départ, ici, en Occident, c'est toujours l'idée des postures. On est sur un tapis de yoga, il y a des yogas et des cours de yoga partout aujourd'hui, ça a vraiment éclaté. Tout le monde connaît le yoga. J'ai enseigné dans les écoles primaires où même les petits savent ce que c'est le yoga. Tout le monde sait faire une posture de yoga. Mais en fait, c'est parce qu'on démarre en faisant des postures que petit à petit, on va se sentir un petit peu mieux dans sa vie. Et on va se dire, ah ben tiens, c'est bizarre, mais ça se fait tout à fait naturellement. Avant, j'allais m'énerver pour telle ou telle chose assez rapidement. Et puis là, en fait, ok, ça m'énerve un peu, mais je passe vite à autre chose. D'accord. Donc je suis moins en boucle, je rumine moins. Parce qu'en fait, le yoga, comme dirait Patanjali, qui est le fondateur des sutras de Patanjali, en fait, c'est vraiment installer des nouvelles habitudes dans sa vie. Ce qu'on appelle des samskaras. Ah, d'accord. Les samskaras, c'est les habitudes. Donc on est avec l'éducation, avec la vie, nos perturbations, notre expérience, on a plein de samskaras, mais des samskaras négatifs. Oui, on court tout le temps partout Oui, et puis on a des mauvaises habitudes pour soi, on ne se respecte pas vraiment, on n'est pas très conscient qu'il y a du lien entre notre corps physique, notre environnement, notre posture et ce qu'on vit en fait. Donc petit à petit, quand on vient sur un cours de yoga, au départ on se dit « Oh, je suis pas assez souple, je vais jamais y arriver » ou « C'est trop difficile » ou « Je suis trop vieille ». Mais non, c'est que pour les minettes bien foutues, on va dire que des injonctions qui sont véhiculées par les médias en fait. Donc le yoga, c'est pas pour moi, et en réalité le yoga c'est vraiment pour tout le monde, puisque c'est vraiment un cadeau qu'on se fait. Un cadeau qu'on se fait pour aller mieux, pour se sentir bien. Mais c'est pas que pour se sentir bien, c'est aussi retrouver de la joie. Voilà, c'est une vraie école de la vie. Alors, pour en revenir à vous, Lilou, quand vous avez donc pratiqué tous les jours, comme vous disiez et le professeur est important aussi, je crois, sûr, parce que faut avoir un bon feeling, je crois. Ouais. En fait, cette professeure, du coup, m'a dit mais tu devrais enseigner, t'es passionnée, etc. Elle m'a encouragée.
Et je suis allée me former au début dans un ashram tout à côté d'Orléans en France, Ah oui? chez Shivananda, et j'ai passé un mois en immersion totale. Et Alors c'est-à-dire, donc vous sortiez pas du tout de l'ashram? Non, pendant un mois. Pendant un mois. Ouais. Et donc là, H24, on était un groupe de 50 personnes et on a vécu dans un ashram hindou, avec la pratique du yoga, du hatha yoga, mais aussi de l'enseignement du Vedanta, qui est vraiment là un aspect un peu religieux. Donc, mais c'était super, ça m'a vraiment beaucoup plu, c'était une révélation. Et là, je me suis dit, quand je vais sortir de l'ashram, ça va être très difficile de revenir à la normale. Oui, parce que là, par contre, vous étiez quand même bien dans un beau, bel endroit, les gens toujours tout le monde avec le même tranquilles. but. On était tous là pour la même chose. Pour la même chose. On était là pour apprendre le yoga. Et alors, les perturbations de la vie étaient complètement mises de côté à ce moment-là ou Ah ben non, parce qu'en fait, on est dans une bulle quelque part. Oui. On vit le yoga du matin au soir et du soir au matin, mais on apprend beaucoup. On n'apprend pas que les postures. On apprend des tas de choses. Les textes fondateurs, le travail sur soi, comment je me situe dans un groupe de 50 personnes avec beaucoup de jeunes. Et là, c'était génial parce que je me suis dit, il y a beaucoup de jeunes, et tant mieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des personnes d'un certain âge qui s'intéressent au yoga, ou l'aspect, on va dire, philosophique. Et donc, ça commence un petit peu à ébranler les murs de notre carcasse, hein, c'est-à-dire notre apparence, le regard des autres sur soi, le regard de soi sur soi. Et du coup, on commence un petit peu à faire bouger les choses. Et en faisant bouger les choses, on se rend compte qu'on a beaucoup de mauvaises habitudes ou des peurs, parce que les peurs nous ancrent dans des mauvaises habitudes pour nous-mêmes. On est notre propre ennemi en réalité. Et en fait, tout ça, ça commence un petit peu à s'éclaircir. Bon, évidemment, en un mois, c'était une expérience géniale. Mais on n'est pas prof de yoga au bout d'un mois. Non. Mais par contre, on a vraiment des super clés. On peut enseigner déjà, il y a toute une méthode, une pratique Mais après, je me suis sentie vraiment, je manquais de connaissances. Donc là, je me suis dit, il faut que je continue. Et donc du coup, je me suis tournée vers l'Institut français de yoga, qui est une fédération en France, et qui a aussi une fédération avec un partenariat européen, donc c'est solide. Et là, l'enseignement est sur 4 ans. Donc là, après cette première immersion chez Shivananda, je me suis dit, je vais apprendre le yoga sur 4 ans, ça va être bien, parce que comme ça, je vais avoir le temps de comprendre et d'aller vraiment dans les profondeurs. Et au plus on avance, et en fait, au moins on en sait. Parce que vraiment, c'est tellement un sujet vaste. Le yoga, c'est le tapis, mais c'est un grand chemin. Il y a vraiment se positionner par rapport à l'éthique, comment on est avec les autres, comment on est avec soi, comment on se respecte. C'est un travail. C'est le début de la psychothérapie, hein. Donc de l'analyse de soi aussi. Et du coup, les postures permettent, en assouplissant le corps, d'assouplir le mental. D'accord. Et du coup... l'énergie circule mieux peut-être aussi. Ça, c'est sûr. Le yoga, c'est se mettre en lien avec soi, se mettre en lien avec les autres, mais surtout avec soi. Et du coup, en bougeant le corps, mais ça, n'importe quel sport fait du bien. Si on est conscient de ce qu'on fait, ce que le yoga a vraiment en plus, c'est la circulation de l'énergie grâce au souffle. Et ça, c'est vraiment notre essence, le souffle. Voilà. Donc, les postures, c'est un travail physique sur le corps. Après, on a le pranayama qui est vraiment sur les exercices de respiration pour apprendre à respirer en conscience avec des exercices qui vont nous aider quand on est trop énervé ou trop angoissé à réguler, à faire descendre le taux de stress. Si on est trop aphasique, si on se sent plutôt mou, bon, parce qu'on est jamais ou l'un ou l'autre, hein, c'est jamais blanc ou noir, on passe par des évolutions dans une semaine ou dans une journée, des fois qui peuvent varier, hein, des oscillations émotionnelles,
ou énergétique. Donc ça permet en fait de réguler. Et on va aller travailler sur comment activer cette énergie, comment la faire circuler et comment je peux l'utiliser comme un véritable outil. Vous avez attendu 4 ans? Non. J'ai enseigné tout de suite. Tout de suite? Parce que je me sentais légitime, je me sentais bien. J'avais confiance déjà avec ma première formation. Et qu'est-ce que ça fait d'enseigner le yoga? Je veux dire, qu'est-ce qu'on ressent? Parce que comme la démarche, elle est... vous avez vu le changement sur vous, donc... En fait, j'ai grandi avec mes élèves. Hein. J'ai commencé... Je me suis dit, si j'attends 4 ans pour enseigner, je vais perdre la... Enfin, j'avais peur de passer à côté de quelque chose que je sentais déjà fait pour moi. Et ce qui est intéressant, comme pendant ce premier mois d'immersion, c'était le partage. Quel que soit le partage, c'est-à-dire que on est passé par tous les états émotionnels. Pendant un mois, ça remue, enfin, on nettoie, enfin, voilà, c'est comme un entraînement intense de n'importe quel sport. Et donc en fait, je me suis sentie tout de suite à l'aise pour enseigner parce que j'aime partager en fait. Mais ça, ça a toujours été. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. J'ai quand même... Non, c'est surtout cet esprit de partage qui vous a amené à la pratique du yoga et à l'enseignement en fait. Oui, au départ, c'était purement égoïste parce que je cherchais à aller mieux moi-même. Et en fait, ça m'a ouvert un champ énorme parce que le yoga, c'est tellement vaste qu'en fait, c'est devenu un style de vie. Alors Lilou, on a partagé là un petit peu votre univers, mais je suis allée aussi filmer sur la plage parce que ici à Marseillan, on a la chance d'avoir des conditions géniales pour... donc vous enseignez donc le yoga, où ça? Alors sur la plage, j'ai vu, au bord de l'étang de Thau aussi. Ouais. Et puis dans les locaux de la MJC. D'accord. À Marseillan. Et des cours particuliers puisque les cours gens... individuels. Cours individuels. Oui, j'enseigne les cours individuels parce que y a des personnes qui ont des problématiques qui sont purement physiques au départ, ou qui ont beaucoup de stress, qui n'arrivent pas à gérer leur stress pour se dire « Oh, mais moi j'aimerais bien faire ma pratique de yoga entre les cours, chez moi, mais je ne sais pas par quel bout le prendre, parce que c'est vrai qu'on s'imagine qu'on va passer 2 heures à faire du yoga, on n'a pas le temps, quand on travaille ou qu'on a une vie de famille qui est très prenante, ou peu importe l'activité qu'on fasse. Donc en fait le cours individuel, ça ramène... ça permet au professeur et à l'élève de se rencontrer, de savoir d'abord questionner l'élève, pour savoir quelles sont ses attentes par rapport à ce cours individuel. Et comme ça, il peut aussi exposer ses problématiques, que ce soit physique, émotionnel, par rapport à ce qu'il vit, son planning, son agenda, sa vie professionnelle, etc. Et là, si la personne n'a que, on va dire, un quart d'heure comme temps à se consacrer tous les jours, dans ce quart d'heure, on va lui proposer une pratique qui colle à ce dont il a besoin. Parce que si on fait un quart d'heure de pratique chaque jour, sur la semaine, x 7, c'est pas mal. Ça fait déjà une bonne pratique. Oui, ce qui est bien, c'est de faire chaque jour. Alors c'est l'intérêt. En fait, le yoga étant un style de vie, c'est une hygiène de vie. C'est comme les personnes qui font du sport, qui font leur marche quotidienne ou 2 fois par semaine. En fait, si on veut vraiment changer nos anciennes habitudes, ce qui nous empêche d'avancer, d'éliminer les peurs, de ruminer, d'être en boucle, etc., c'est comme tout, il faut le pratiquer tous les jours. Parce que la théorie, là, tout ça, c'est beau, c'est très bien, mais le yoga, c'est une pratique quotidienne. En fait, c'est une discipline, comme un art martial. Et il se pratique plutôt le matin, l'après-midi, le soir C'est comme on veut, du moment qu'on pratique. D'accord. Parce que si on commence à dire, parce que forcément il y a des postures ou des pratiques qui sont proposées le matin parce qu'elles sont plus actives, on va dire, et le soir on va aller plutôt dans la douceur. Mais si quelqu'un a une journée très intense et que le soir elle a besoin de décharger, de se défouler et après de ressourcer, parce qu'il ne s'agit pas que de se défouler ou de se relaxer, il faut ressourcer. Si on ne ressource pas, on va vers des burn-out. Donc en fait,
s'adapter vraiment au plus près de la personne, c'est hyper important parce que même si on propose une pratique d'un quart d'heure, la répétition de chaque jour, même si c'est 5 minutes ou 10 minutes, ça commence à s'inscrire dans le corps. Oui. Si ça s'inscrit dans le corps, ça va faire bouger les lignes automatiquement, petit à petit. Et on le prend comme on va se laver les dents, Oui. comme on va prendre sa douche le matin. C'est une hygiène de vie. Donc on peut très bien, si on aime son café, boire son café ou boire son thé ou son eau chaude. Il y a des personnes qui préfèrent déjeuner ou petit déjeuner avant, mais en réalité, ça c'est propre à chacun. Bien sûr qu'il y a toujours des lignes de conduite générales, mais l'intérêt du yoga, c'est de ne pas faire du dogme, c'est vraiment se découvrir. C'est se découvrir et de proposer à chacun, faire une proposition de ce qui pourrait être bien. Oui. Parce que si c'est quelqu'un qui est très très nerveux par exemple ou qui est très actif, si je lui dis bon le matin en fait il faut que tu fasses 1h30 de ci, de ça, il va jamais commencer. Oui, là, oui. Parce qu'en plus, la plupart du temps, on ne se connaît pas soi-même, on ne sait pas de quoi on est capable et quelles sont nos vraies attentes. Ouais. Ben, c'est vrai, puisque c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir un échange. Et le cours individuel, une fois qu'on a à peu près ciblé la personne, enfin ses besoins plutôt, on lui écrire la séance. Donc je vais dessiner la séance, les cours, enfin les postures. Mais admettons que ce soit une personne qui ne peut pas faire de posture physiquement, qui ne peut pas, parce que pour X raisons elle ne peut pas bouger, elle peut tout à fait travailler des postures en visualisation. En imaginaire. C'est pas l'imaginaire, c'est vraiment visualisé. Oui. Donc je vais lui montrer, après je vais lui proposer de regarder des vidéos, et après petit à petit elle va s'approprier la posture et la refaire dans sa tête, en respirant. Parce que là, dans ces cas-là, on va plus s'axer sur la respiration, la visualisation. C'est ce qu'on fait vraiment en yoga thérapie pour reconstruire des schémas. Oui, et j'avais entendu dire que le cerveau était capable de recréer des passages, enfin pour refaire bouger un membre, par exemple. Donc en visualisant les cours, enfin... Déjà, quand on connaît la posture, qu'on l'a bien étudiée, on s'imagine, on visualise qu'on est en train de la faire. Et même si un jour vous vous cassez la jambe, mais vous avez envie de venir au cours de yoga, c'est très dommage de ne pas venir. Parce que énergétiquement, et en faisant de la respiration, on a une action sur le corps énergétique. C'est les outils du pranayama. D'accord. Donc ça, c'est important. Et si la personne, elle est sensible par exemple au chant, au mantra, ça peut être aussi une pratique. Moi, c'est ma pratique quotidienne, la mantra thérapie. Et donc, c'est le matin. Pour moi, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais le son étant une vibration, à partir du moment où on chante du son et du son sacré, on a une action vraiment vibrante et ressourçante sur nos corps énergétiques, physiques, émotionnels, mentaux, etc. Alors là, on en vient à la méditation, pour ainsi dire, parce que quand on écoute des mantras, quand on écoute le son, tout le monde connaît le home. Mais après, il y a tous les chants aussi qui sont très très beaux. Alors c'est une forme de méditation en fait qu'on peut faire tous les jours. Oui, ça pourrait être une méditation active. Mais en fait, tout l'intérêt de mettre le corps en mouvement, puis après progressivement on va s'asseoir, respirer, tout ça on le fait de façon consciente. Et quand on décide à un moment donné de s'asseoir ou de s'allonger, pour méditer, c'est qu'on a décidé de le faire. Donc, c'est vraiment une volonté pour se concentrer à petit à se mettre à l'arrêt. On passe du mouvement progressivement à l'arrêt du corps physique et en étant à l'arrêt, petit à petit, on va se mettre dans son silence intérieur et soit le professeur va proposer un objet de méditation. Un objet, c'est comme, on va dire, le sujet. Et l'intérêt, c'est de se mettre en relation avec cet objet. Par exemple, pour des personnes qui n'ont jamais pratiqué, on ne va pas d'entrée faire 1 heure de méditation, sinon
D'abord au niveau des jambes, du lotus. Et on est obligé de se mettre en lotus si on peut pas, par exemple? Pas du tout. Alors, dans la tradition ancienne, on voit que des yogis en Bouddha et des yogis en lotus. On se dit, je vais jamais pouvoir le faire. Voilà, mais bon, on peut très bien s'asseoir dans un fauteuil ou au bord d'une chaise. Du moment qu'on a un dos qui soit droit, mais sans se faire mal au dos, sans crispation. Donc, on peut s'asseoir tout à fait au bord de la chaise et faire sa méditation. Donc après les mains, tout ça, c'est des enseignements traditionnels, mais on peut juste poser les mains sur les genoux, fermer les yeux et écouter le professeur au départ pour apprendre. Et puis après, on peut s'entraîner chez soi. Tout à fait s'entraîner chez soi. Si on a mal au dos et qu'on ne peut pas tenir comme ça, ben on met des coussins contre le mur, on est bien installé, le corps, enfin le dos est bien droit sans forcer, et les jambes, on peut les laisser détendues. Il n'y a pas, en fait, bien sûr que si vous allez en Inde, vous n'allez pas voir des méditations avec des gens qui sont sur des chaises, etc. Tout le monde est par terre. Oui. Mais bon, après ça, c'est culturel. Et est-ce qu'à force, on peut peut-être atteindre une meilleure souplesse et réussir quand même à... Ah oui, oui. On améliore toujours. Peu importe là où on en est, quand on démarre, en fait, le cours de yoga ou quand on commence un petit peu à pratiquer, il y a toujours du progrès parce qu'on n'est pas juste pour faire du stretching sur un tapis. Autant faire du stretching et on ne se prend pas la tête. Mais là, en fait, on va vraiment aller à la rencontre de soi. Donc, petit à petit, on va s'assouplir, on va aller chercher vraiment à véhiculer la conscience dans les endroits du corps qui ont besoin d'être assouplis ou ressourcés, enfin, des tas de choses comme ça. Et bon, pour en revenir à la méditation, puisque c'est le but final, en fait, quelque part, c'est le Graal pour les yogis. C'est la tranquillité de l'esprit aussi. C'est pas que la tranquillité de l'esprit, parce qu'au départ, les gens disent « Oh, mais moi, je vais jamais pouvoir méditer, je peux pas ne pas penser à rien. Mais la méditation, on ne peut pas penser à rien, c'est faux. Hein, on fournit presque 80 000 pensées par jour, donc c'est juste de ramener l'attention sur l'objet au départ qui a été choisi, pour, comme qu'on va se muscler ou s'étirer le bras, à chaque fois je vais ramener mon attention sur l'objet et laisser les pensées s'en aller. Puis 2 secondes après, les pensées reviennent, c'est ok, je les accueille et puis je les laisse repartir, je remets mon attention sur le sujet qui a été proposé. Voilà, oui, parce que faut pas le faire en forçant en fait, c'est vraiment une pratique où on va commencer à trouver du plaisir et trouver de la paix uniquement par la pratique. Donc 2 minutes, c'est déjà une pratique. Et c'est une pratique efficace. Donc on peut se dire, je vais démarrer avec 3-4 minutes, puis peut-être la semaine prochaine, je passerai à 5 minutes. Mais une étape après l'autre. Oui, voilà, ça encourage comme ça. Oui, oui, parce que sinon... on a vraiment... que des stéréotypes de yoga et de méditation. Donc il y a des personnes qui sont très à l'aise facilement, elles vont passer à 1 heure de méditation tous les jours, tous les matins, 1 demi-heure, c'est rien du tout qu'on a l'habitude parce qu'on ne peut pas voir sa journée sans ça. On a besoin de cette ressource parce que c'est pas juste pour dire je suis pas là, je suis déconnectée, c'est pas vrai. Je suis vraiment pleinement là, c'est de la présence à soi. C'est pas une perte de temps en fait, c'est au contraire. Au contraire. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie alors, Lilou, depuis que vous avez réussi à devenir professeur et avoir des élèves, à les accompagner et à diversifier tout ce que vous faites là, parce que... en fait, c'est parce que ça m'a... Le yoga, c'est quand on commence à ouvrir une porte, il y en a 10 qui s'ouvrent. C'est vraiment comme un cerveau arborescent. Donc, il y a une direction, ça va ouvrir plein de portes. Et puis, c'est pas qu'une seule direction. On voit bien, il y a plein d'enseignements de yoga différents. Il y a plein de courants de yoga, mais au final, ils se rejoignent parce que l'intérêt, c'est aller chercher quelque chose qu'on a perdu, c'est-à-dire se poser, écouter ce qu'on ressent
Parce que là, on va vraiment passer à l'écoute de son cœur. Parce qu'on est tout le temps dans l'intellect, en se disant, ben là, je suis en train d'analyser, on fait l'interview, patati, patata, on analyse. Mais ce qui compte là, quand on commence à se poser, qu'on a étiré son corps, qu'on a bien respiré, qu'on commence à se mettre dans l'immobilité, pour se concentrer, pour méditer, ben on va nourrir notre conscience, on va nourrir notre présence, on va la sentir, on va se sentir plus connecté aux autres, on sera moins dans l'impatience, on va cultiver en fait des choses que tout le monde a, on a tous ça, sauf que des fois la vie, enfin surtout ici, hein, on est tout le temps dans le faire, donc bah, se poser c'est être dans l'être. Ah oui, non mais ça fait du bien en même temps. Et ça fait du bien. Et c'est comme ça en fait qu'on va ressourcer. Donc il faut, si on est curieux, il faut explorer. Mais on aura vraiment un vrai travail, enfin une vraie évolution personnelle si on pratique 5 minutes par jour. Donc voilà, c'est très encourageant. Oui. Parce que 5 minutes, ça va quoi. Parce que c'est vrai, quand on regarde... C'est à la portée de tout le monde. On a l'impression, même les retraités n'ont plus de temps. Tout le monde, c'est vrai, hein, on se dit, mais pourquoi on est dans cette atmosphère rapide? Oui, mais c'est notre rapport au temps. C'est notre rapport au temps. C'est le rapport au temps et à l'espace. Alors justement, parce que tout le monde dit, mais ça passe trop vite maintenant, le temps passe vite. Est-ce que quand on a un degré comme le vôtre de maîtrise quand même de soi, est-ce qu'on voit le temps passer différemment? En fait, on est plus... je pense que ce n'est pas une question de maîtrise, en fait, c'est une question de pratique. Parce que maîtrise, ça veut dire... je pourrais me dire... vite, mon ego pourrait dire, oh là là... non, mais maîtriser le temps, peut-être. Mais... c'est vraiment ramener... ça nous permet d'être au présent, en fait. Donc, ce qui est hier, c'était hier. On a un passé... Déjà hier, c'est le passé. Il y a 1 heure, c'est déjà le passé. Donc, ce qui est intéressant, et là où on prend de la ressource, c'est d'être conscient du moment présent. C'est tellement difficile, au départ, on se dit, ça ne veut rien dire. On ne sait pas ce que c'est être... bon, il faut lire, il faut se documenter, et puis il faut explorer. Il n'y a rien de tel que sa propre exploration, finalement. Et quand on se dit, bon, parce qu'on a tous des agendas et des obligations très chargé, et beaucoup d'obligations et pas beaucoup de plaisir et de ressources. Et sans compter tous les SMS, tout ce qui pollue aujourd'hui notre vie aussi. Hein. Ça, c'est un choix après. Le Facebook. Moi, je trouve pas ça polluant. Je trouve ça intéressant parce que ça véhicule. Il n'y a pas que du mauvais dans tout ça. Non, mais il y a beaucoup, on est beaucoup sollicité, je veux dire. Ah, mais après, c'est un choix. On n'est pas obligé d'y passer 4 heures. Si on peut passer 4 heures sur Facebook, ou 2 heures sur Facebook, on est capable de faire un quart d'heure de yoga. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, en fait, c'est vraiment... moi, ce qui me permet, en fait, de réaliser tout ça au fur et à mesure, et je ne suis pas la seule, hein, parce qu'on est nombreux dans ce cas-là, aujourd'hui, dans la pratique, c'est que on va faire les choses, même les obligations, plus en conscience, en fait. Moins dans le côté pénible. Et si on est avec quelqu'un, on est vraiment là avec quelqu'un. On n'est pas en train de penser aux haricots verts qu'il va falloir aller chercher parce qu'ils sont bio là-bas et pas là. On est vraiment là. Quand je fais un cours, je suis vraiment là avec mes élèves. Donc mes élèves, c'est pas du tout prétentieux, c'est juste que c'est un partage, chacune partage et en même temps est là pour se faire du bien. Donc demain, ça sera demain. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas projeter. C'est bien d'avoir des projets parce que rêver c'est indispensable. Si on ne rêve pas, on nourrit pas le côté imaginaire, excitation. Puis le rêve et les buts amènent aussi aux synchronicités, hein, donc, oui. donc à la réalisation. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que c'est un ensemble de choses. On ne peut pas dire c'est comme ci, comme ci, comme ça, parce que chacune et chacun a une histoire différente. Oui, chacun le vit. Ouais. Chacun le vit. Là, on a les cloches, c'est midi. C'est chouette. On est vraiment sous le toucher. Et donc...
ça y est, les cloches on nous ont avertis, c'est très agréable aussi d'entendre le clocher et ça nous montre, on parlait de l'instant présent et ça nous montre aussi l'instant, le temps, on revient donc à notre sujet. Pas plus précis. À notre sujet. Donc on a vu qu'il fallait, c'était bien d'avoir donc des projets, des rêves au contraire pour alimenter et puis créer notre futur aussi, hein. Oui. Positif. Positif, mais si on est trop dans les projets, ben, on oublie l'essentiel, c'est-à-dire prendre le temps de vivre. Oui. Et ben, partager un cours de yoga, c'est être dans l'instant présent. Être en rendez-vous individuel ou masser quelqu'un, c'est être vraiment dans le présent, parce qu'on est dans un vrai partage. Et les massages, alors Lilou, quelle sorte de massage faites-vous alors? Les massages, je peux pas trop, je peux pas donner un nom puisque le massage en soi, ça va être, bon, je masse depuis que j'ai 19 ans. Ah oui. Parce que c'est mon ancien métier. D'accord. J'étais esthéticienne et j'ai fait du massage pendant des années. Mais je l'ai fait vraiment de façon à ce que ce soit rentable, etc. Donc j'en ai eu vraiment assez. Et puis petit à petit, au fil des années, le yoga m'a ramené au massage. Parce que par rapport à mon histoire personnelle, quand on se retrouve seul, qu'on vit une séparation, pour X raisons, eh ben, de se faire masser, de se faire toucher, le mot toucher, le grand tabou de notre monde, ça reconnecte avec soi justement, avec l'essence de soi. Dans le yoga, le massage, bien sûr, il faut avoir confiance en la personne pour se faire masser. Et moi particulièrement avec le massage que je vais pratiquer, je le cumule avec un soin énergétique. C'est un peu le ressenti aussi oui, c'est du besoin. C'est un ensemble de choses. On va accueillir la personne, échanger avec elle. Elle ne va pas juste arriver, se faire masser. On n'est pas dans un institut de beauté ni dans un spa. Ce n'est pas le but. Hein. Ce n'est pas du tout le même genre de démarche. Là, on va vraiment avoir une démarche qui sera axée sur l'être profond. Et donc, moi, je vais masser uniquement les femmes. Comme ça, c'est clair. C'est clair, mais en fait, par rapport à mon histoire, qui n'est pas le sujet de l'interview aujourd'hui, mais en fait, je vais pouvoir les aider à réparer quelque chose de personnel, ou d'en prendre conscience en tout cas. Donc ça va passer par l'écoute au départ, le partage d'écoute. On peut se décharger si on a besoin de pleurer ou si on a besoin d'exprimer quelque chose. Et ensuite seulement je vais pouvoir masser la personne. Alors ça peut durer 1 heure ou 2 heures. D'accord. En fait, je vais pas dire d'entrée je vais vous masser 2 heures, sinon la personne au bout d'1 heure, elle va dire ah mais vous m'aviez dit 2 heures. Non, ça va être vraiment un voyage intérieur. C'est un cadeau que la personne se fait. Je lui fais un cadeau, elle me fait un cadeau en venant. Et donc ça va être en fonction de ce que je vais ressentir. Le massage va durer plus ou moins entre 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures. Ça, je ne peux pas le dire à l'avance. Oui. C'est les besoins de la personne aussi. En fait. Ouais, et c'est la connexion que je vais faire entre moi et elle et l'ensemble des choses qui va permettre ça. Alors Lilou, on aurait tellement de choses à continuer à dire, mais il faut un moment... Ça peut prendre des semaines. Oui, mais je propose qu'on se revoie avec plaisir. Et qu'on trouve des petits sujets aussi pour peut-être une petite posture à donner un conseil un jour. Parce que j'ai vu, je mettrai les petits films sur la plage là, donc de ce que j'ai filmé, l'attention que vous portez à chaque personne. Pour les postures et bien rectifier et les accompagner. Donc c'est quand même très important. Oui. Hein? Oui. Donc, que la personne sente en fait la correction si elle a une signification pour elle. C'est pas juste corriger pour dire je corrige parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est que dans la correction, il faut que la personne sente ce que je veux lui... Je veux l'amener là où elle prenne conscience de l'amélioration qu'elle peut amener sans se blesser. Tu vois, c'est un petit peu... Oui. Ouais.
En tout cas, merci Lilou, merci Merci à toi. de tout cela et bien, je reviens avec Rendez-vous joie. très vite. Ah ouais, avec plaisir. Merci, Violette. Beaucoup. Jauger entre je plie les jambes, j'expire et je relâche bien. Inspire, je peux tendre les jambes pour sentir cet étirement postérieur. Ok, donc ta posture là idéale c'est ici. Maintenant, tends les jambes et redresse la tête. Creuse ton dos. Je relâche le menton. J'inspire, je me redresse, ouvre la poitrine, petit à petit, tirez de plus en plus loin vers l'avant et vers la... C'est-à-dire que quitte la conscience du corps pour mettre la conscience sur le souffle. Go big.